Pour information, au montage, je me suis rendu compte que cette vidéo n'avait pas de son. Donc par conséquent, je vais m'auto-doubler. Je ne me souviens pas par cœur exactement comment j'ai bien dit les choses. Ça peut vous perturber un petit peu, mais normalement, on devrait s'en sortir. Allez, c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'HP Architecture et Formation. Aujourd'hui, nous allons attaquer le module 2 de la formation débutant. Normalement donné en jour 1 de préparation de la modélisation. On va vous présenter un peu le principe de BIM. BIM, ça veut dire maquette numérique en français. Et on va vous parler des familles, des définitions, etc., etc., des plages de vue, profondeur de coupe, tout ça, tout ça, tout ça. Donc pour ce faire, je vous ai préparé une petite maquette comme ça à la main, fait maison par moi. Et cette petite maquette-là, je l'ai modélisée aussi dans Revit pour que vous puissiez la voir en comparaison et que vous arriviez à mieux comprendre et saisir comment fonctionnent les fameuses plages de la vue, parce que c'est le truc le plus compliqué, on va dire, dans les maquettes. Donc en fonction de comment on fait ces plages, on arrive à des vues et des paramètres qui sont différents. Le BIM, c'est vraiment l'art de pouvoir réussir à faire une maquette comme vous feriez dans la vraie vie, hein, en physique, mais à l'intérieur d'un logiciel numérique. Revit ne fonctionne qu'en 3D, là où Archicad, à l'inverse, fonctionne sur un principe de calque en 2D qui ensuite est monté en 3D. Donc on met les différents niveaux de calque, en fait, et on les superpose les uns au-dessus des autres de façon à pouvoir avoir nos différentes vues. Sur Revit, ça ne fonctionne pas du tout sur ce principe-là. On fonctionne directement en 3D, on ne réfléchit que en 3D. On ne fonctionne pas par calque. Donc c'est les plages de la vue ensuite qui vont nous permettre de faire ces vues-là. Vous voyez là, je vous ai mis 1,20 m et 0,80 m. C'est des découpes de plages de la vue. En fait, on a notre maquette numérique et on vient faire cette scission là sur cette maquette pour pouvoir avoir ensuite la vue. On prend ensuite des photos en fait de ces coupes de vue et c'est ces photos-là qu'on va annoter en fait pour pouvoir faire des plans. Donc, je vous ai préparé sur Revit la même maquette, en fait, pour que vous puissiez comparer un petit peu et que vous puissiez comprendre ce qui se passe. Là, vous avez la vue 3D de la chambre. Bon, c'est juste une chambre, tout simplement, avec une fenêtre et une porte. Et j'y ai mis un lit, deux tables de chevet et une armoire que j'ai trouvé dans la bibliothèque Revit. Donc ça, ce sont les familles téléchargeables. Si vous vous souvenez comment on avait fini le module 1, donc du coup, on avait fini là-dessus et sur la bibliothèque Revit. Donc maintenant, on va aborder un petit peu ce que c'est que les différentes familles dans Revit et comment ça fonctionne. Donc on a trois types de familles. On a les familles système, les familles in situ et les familles téléchargeables. Si vous vous souvenez, dans le module d'accueil, il y avait famille et modèle. Donc en dessous, ça proposait les familles téléchargeables, enfin de faire soi-même des familles téléchargeables. Les familles système, ce sont des familles qui ne se paramètrent que dans Revit. Donc, qui sont entre guillemets, enfin, que dans le projet. C'est-à-dire que ce n'est pas une modélisation externe qu'ensuite on vient importer. C'est vraiment quelque chose qui se fait directement dedans. Et on a dans cette famille-là les murs, les portes, les murs, les toits, pardon, les plafonds, les escaliers, les rampes, etc., les sols. Tout ça, ce sont des familles structures, c'est-à-dire quelque chose que l'on paramètre directement à l'intérieur du projet. Donc, par exemple, là, les murs, j'ai un mur de 200 cm, celui que j'ai utilisé pour faire la petite chambre. Mais donc, du coup, on a toute une famille, tout plein de murs pré-rentrés qui sont dedans, qui sont dans le gabarit architectural et qui sont fournis directement par Revit. Je ne saurais que trop vous conseiller d'évidemment, enfin, de supprimer toutes ces familles dont vous n'avez pas forcément besoin, parce qu'on est sur un système anglais, et de créer vos propres murs dans votre propre gabarit. On retrouve aussi les toits, donc là on n'a qu'un toit de base et le toit en mur rideau, enfin le toit vitré quoi. Et pareil, ben là encore, on peut créer absolument tous les toits dont on a envie ou tous les toits dont on a besoin pour pouvoir faire tout ça. On retrouve les rampes, évidemment, on retrouve aussi les escaliers, les plafonds, les sols, enfin vraiment tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle les structures.
Ensuite, bah là par exemple, fenêtre, porte, table de chevet, lit, etc., comme je viens de vous le dire, ce sont des familles téléchargeables. Donc ça, à l'inverse, c'est vraiment quelque chose dans lequel on va aller chercher dans une bibliothèque externe, donc soit dans la bibliothèque Revit qui est déjà téléchargée, c'est pas le problème, mais en tout cas une bibliothèque externe et on va venir placer les composants. Vous voyez, je vais dans menu composants, CM en raccourci clavier, et je peux charger la famille et retrouver du coup toutes les familles téléchargeables qui existent dans Revit. C'est ce qu'on a vu en fin de module 1 du coup. Donc je vous laisse vraiment aller explorer toute la bibliothèque Revit. Vous allez voir, elle est quand même assez grande pour découvrir tout ce qu'il y a. Donc c'est déjà un conseil que je vous ai donné avant. Mais vraiment, faites-le parce qu'il y a énormément d'éléments dedans et énormément de choses qu'on pourra retrouver. Si jamais vous ne trouvez pas, il y a des sites externes qui proposent de télécharger des familles qu'on manque, donc celles des fabricants en règle générale. C'est ce que j'expliquais aussi avant. Donc parmi ces sites-là, le plus connu, le plus utilisé chez les architectes, c'est BIMobject, Polantis, etc. Mais vous trouverez effectivement d'autres sites de téléchargement de familles, enfin en tout cas de familles téléchargeables, voilà, que vous pourrez mettre dans le projet. Maintenant, on va parler des composants in situ, donc les troisième type de famille qui sont les familles in situ. Pour ce faire, on vient dans architecture, composants, on prend la flèche du bas, composants in situ, et là on nous ouvre la fenêtre de choix de type de famille in situ qu'on pourra avoir. Donc comme dans les familles téléchargeables, on a différents types de familles, on a vu qu'on avait appareil sanitaire, mobilier, appareils électroniques, etc. etc. Là, ça fonctionne exactement de la même manière, c'est-à-dire qu'on vient présélectionner le type de famille qui nous intéresse. Du coup, une fois qu'on a fait ce choix de différents types de familles qui nous intéressent, la modélisation va fonctionner exactement de la même manière que lors de la conception de familles téléchargeables, à grands coups d'extrusion, de vide par extrusion, etc. Donc toute cette partie-là de comment on modélise une famille téléchargeable qui s'applique exactement de la même manière que la famille in situ ne se voit qu'en module intermédiaire. Je sais, mais c'est comme ça. On retrouve aussi dans ces types de familles quelque chose qui pourrait nous surprendre de prime abord, puisque on a des murs, des sols, des toits, enfin des choses qui normalement seraient en famille structure. Et par exemple, sur les murs, on peut avoir des murs qui sont, vous savez, les murs en pierre, qui sont bien plus épais à la base et bien plus fins en hauteur. Ça, on va pouvoir le modéliser à l'aide de familles in situ en attribuant la famille mur, quoi, enfin le type mur. Et à partir de là, on va pouvoir faire la modélisation qui nous intéresse et pouvoir utiliser des portes, des fenêtres dessus, exactement comme on le ferait avec n'importe quel mur droit qu'on aurait en famille structure traditionnelle. Mais quand on a cette chose un petit peu particulière, c'est fortement pratique quand même de pouvoir passer par du composant in situ pour faire ces murs-là un peu particuliers lorsqu'on a un relevé de géomètre qui va avec cette idée. L'utilisation des composants in situ à l'intérieur du projet, elle est vraiment faite et utile que lorsqu'on a quelque chose qui ne correspond qu'au projet qu'on va avoir. Donc ça ne sert à rien de modéliser une famille téléchargeable ailleurs, puisque en fait on sait qu'on l'utilisera que pour ce projet et à aucun autre moment pour un autre projet. Donc par conséquent, on va vraiment utiliser les composants in situ quand on a envie de modéliser spécifiquement à ce projet-là pour un usage qui est spécifique à ce projet-là. Maintenant, on va aborder les plages de vue, en fait, ce qui fait ces différentes plages de vue. Donc, vous voyez que j'ai mes différents éléments au niveau de ma vidéo, mes murs, mon sol, fenêtre, chevet, lit, etc. Mon plafond, donc tout ça, je l'ai modélisé en 3D pour que vous puissiez comprendre un petit peu comment fonctionnent les plages de vue. Et en fait, comme je vous le disais, Revit fonctionne sur une modélisation 3D. Voilà. Et on va venir couper à une certaine hauteur pour pouvoir voir, faire une vue, faire comme une photo, pour pouvoir faire une vue ensuite du plan qu'on a besoin d'avoir. Donc c'est ni plus ni moins comme ça que ça fonctionne. Ceux qui ont l'habitude d'utiliser SketchUp savent que ça fonctionne à peu près dans le même esprit. Et un peu plus poussé quand même, mais ça fonctionne un petit peu dans le même esprit. Donc c'est vraiment une coupe. Et ensuite on définit si on va regarder vers le haut ou vers le bas, et en fonction de où on coupe et si on regarde vers le haut ou vers le bas, on va voir soit le sol, soit le plafond. Donc là on voit dans les paramètres
que quand on descend dans les paramètres, on est bien en regarder vers le bas. Et lorsqu'on arrive sur les plages de vue, on voit en fait au niveau de la coupe ce qui va se trouver à la hauteur de la plage de vue. Afin que vous puissiez bien comprendre comment fonctionnent les plages de vue, je vous rajoute une image qui vient pas de moi, hein, qui vient directement du site d'Autodesk. D'ailleurs, il va falloir savoir que la plupart des choses que j'utilise dans mes formations vient de l'aide Autodesk, puisque ce qui me concerne à moi, mes clients sont confidentiels, donc ça me concerne à moi, mes clients. Donc là, vous avez les différents éléments. Vous voyez notés 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il y a 7 éléments différents. En numéro 1, vous avez la limite haute de la plage de vue. Donc là, on voit qu'elle a été positionnée juste en dessous du plafond. On est à 2,30 en règle générale par défaut dans Revit. En numéro 2, vous avez la ligne de coupe, la fameuse ligne de coupe dont je vous parlais, qui sert ensuite à regarder vers le haut ou vers le bas pour voir le plan de plafond ou de sol qu'on a envie d'avoir. En numéro 3, vous avez la ligne basse, le niveau du bas sur lequel ça se pose. Donc normalement, on pose la ligne 3 au niveau du plancher du plan, hein, tout simplement. En ligne 4, vous avez la profondeur de la vue, c'est-à-dire quand on a envie de pouvoir voir ce qui descend un petit peu plus bas. C'est le cas, là, on se voit très bien dans l'image, on a les fondations juste en dessous. Lorsqu'on a envie, sur un plan de rez-de-chaussée, de pouvoir voir un petit peu les fondations en dessous, on rajoute une profondeur de vue. Donc la ligne 4 montre cette ligne de profondeur de vue qui se place en fait en dessous, on le voit au niveau du mur, de la semelle filante qu'il y a sous le mur. Donc la ligne 5, c'est vraiment, enfin l'espacement 5 que vous avez, c'est vraiment ce qu'on appelle la profondeur active, c'est-à-dire la principale sur laquelle on travaille. La profondeur 6, c'est la profondeur passive, qui est celle qu'on aurait envie de voir plus en détail. En règle générale, qu'on va voir très souvent, c'est paramétré pour que ça puisse voir en gris clair. Alors que tout ce qui est dans le 5 est paramétré pour que ça puisse se voir en ligne marquée, donc en ligne noire. Et ensuite, le 7, c'est vraiment tout ce qui correspond du coup à la profondeur de la vue. Lorsque vous regardez vers le haut ou vers le bas, il faut bien comprendre, là on le voit bien, c'est que quoi qu'il arrive, tout ce qui va être dans la ligne 5 va vous être montré. Je m'explique. Là, on voit bien par exemple que sur la droite, on coupe une fenêtre. On va regarder vers le bas, on s'attend à voir bien évidemment toute la coupe de la fenêtre, enfin, je vais y arriver. Enfin, on s'attend à voir toute la coupe de la fenêtre, point. Si jamais on descendait la ligne 2, qu'on la descendrait en dessous du niveau de la fenêtre et qu'on regardait vers le bas, en fait, on verrait quand même un emplacement de fenêtre puisque ça nous prend toute la profondeur 5 pour qu'on puisse la voir. Donc si on voulait ne pas voir de fenêtre du tout, il faudrait qu'on mette la ligne 1 en dessous de la fenêtre et la ligne 2 entre la ligne 1 et la ligne 3. Donc ce qui serait probablement un petit peu idiot. Donc c'est vraiment ces paramètres-là qui nous permettent ensuite de voir et de définir. Si par contre on mettait la ligne 2 en dessous du niveau de la fenêtre et qu'on souhaitait voir la fenêtre, on verrait seulement l'emplacement de la fenêtre et non pas la fenêtre en elle-même. C'est-à-dire les différents verres, voilà, les différentes épaisseurs de verre avec les épaisseurs de vide entre tout ça. Ça effectivement on ne peut le voir qu'en coupe. Il y a des objets qui sont coupables et il y a des objets qui ne sont pas découpables. Donc là, on est sur une vue en coupe, ce qui n'a rien à voir avec différentes plages de vue. On s'est mis en vue en coupe pour vous montrer comment fonctionnaient les plages de vue. En fait, c'est ni plus ni moins que des coupes horizontales, hein, en vrai, les plages de vue. Là, on est sur une coupe verticale. Mais on permet un petit peu de voir ces différents éléments. Néanmoins, il y a des objets qui s'appellent non découpables sur Revit, qui sont toute une liste particulière que dès qu'on met en coupe, on ne pourra pas les voir. On retrouve là-dedans les bouches d'aération, les raccords de chemin de câble, les chemins de câble, les appareils de communication, les raccords de fourreaux, les dispositions de données, les éléments de détail, les accessoires de gaines, les raccords de gaines, les espèces réservées aux gaines, les panneaux électriques, les installations électriques, l'environnement. Enfin bref, il y a toute une liste. Je ne vais pas vous la faire, mais il y a toute une liste de ce qu'on appelle de familles non découpables sur Revit que lorsque vous allez faire une coupe, vous n'allez pas les voir et vous n'allez pas forcément comprendre pourquoi vous ne les voyez pas. C'est très très souvent le cas en fait de justement des gaines élec que du coup on ne voit pas et c'est tout à fait normal, en tout cas en coupe. Donc c'est pas une question de bug au niveau du logiciel, mais vraiment d'un paramétrage de ce dernier.
Maintenant que vous avez bien cette image en tête, je vais voir si je vous la rajouterai pas dans un coin en dessous pour que vous la gardiez en tête à peu près. Mais maintenant que vous avez bien cette image en tête, vous allez pouvoir comprendre un petit peu mieux comment fonctionnent les plages de vue. Dans cet montage-là, je vous ai mis la plage de vue sur la gauche et vous avez l'image du coup au milieu de l'écran. Ça va vous permettre de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc on voit que en fait la ligne 1 c'est le haut, voilà, le niveau supérieur décalage. Le plan de coupe c'est la ligne 2, le bas c'est la ligne 3. En dessous en profondeur de la vue tout en bas lorsque vous avez le niveau, vous avez la ligne 4 et vous avez la profondeur de la vue qui est en fait l'espacement 6. Et vous avez la plage principale qui est l'espacement 5 et le tout forme la plage de la vue qui est l'espacement 7. Donc j'espère que c'est un petit peu plus clair. Dans ce paramétrage-là que l'on voit là, on voit bien que le profondeur de la vue niveau bas est à 0 niveau associé, ce qui est exactement identique avec la ligne 3. En fait, la ligne 3 et 4 sont ni plus ni moins sur le même plan, tout simplement. On va maintenant pouvoir appliquer ce petit principe à notre maquette. Voilà, donc il y a la fenêtre juste là et il y a la porte à côté. Et j'ai mis les deux lignes à 1,20 et 0,80 pour voir la coupe. Donc là, j'ouvre à 1,20 et je regarde vers le bas. Donc je vois bien mon lit, mes tables de chevet, ma porte et mon armoire. Et je vois aussi la marque du coup de l'ouverture de la porte et de la fenêtre surtout. Donc ça, c'est parce que je suis à un 20. Sur mon plan, on se rend bien compte du coup que je vois bien ma fenêtre avec les différentes marques de vitrage, de montants, etc. Enfin, j'ai tous les éléments. Et idem avec ma porte, j'ai les montants et la porte. Évidemment, je peux paramétrer ces différents... voilà, si je suis en faible, on voit bien que je suis sur quelque chose de plus petit. Si je suis en moyen, c'est un peu plus clair. Si je suis en élevé, je vois les caches montants, etc. Donc, on peut paramétrer différentes façons d'affichage en fonction de la précision qu'on veut et qu'on retrouvera en APS, APD, Pro, etc. Si maintenant je décide de changer la plage principale de mes différents éléments pour me mettre à 0,80, donc c'est-à-dire pour enlever, pour me mettre dessous la fenêtre, c'est-à-dire que la ligne 2 se trouve en dessous de la lège de la fenêtre, donc normalement la fenêtre se situe au-dessus, donc je me mets à 0,80, la lège est à 1 mètre, donc je suis située en dessous de la fenêtre. Donc en fait, je ne peux pas voir là à ce moment-là toutes les images de coupe. Donc je change la valeur du plan de coupe, c'est-à-dire le ligne numéro 2 à 0,80 et je vois quand même, comme je vous l'avais dit, qu'il y a une fenêtre, puisque je vous avais expliqué que on voyait quand même l'emplacement de la fenêtre au niveau de l'espacement du plan de coupe. Donc je le vois. Simplement, je ne vois pas du coup tous les détails qui se trouvent au niveau des menuiseries, des montants, du vitrage, etc. Simplement juste la fenêtre là où elle se situe, comme elle devrait se situer, puisque en gros, on me l'indique qu'elle voit. Donc effectivement, le fait que ce soit pas clair dans le sens où je coupe à 0,80, voilà, et que je regarde en dessous, je devrais donc par conséquent rien voir du tout. Or, je vois quand même les différents éléments. Ça peut un petit peu perturber, d'autant plus qu'on le voit quand même relativement en noir assez marqué. Donc ça, c'est tout des choses qui peuvent se paramétrer sur les gabarits. On le verra. Alors si vous en avez besoin, vous me le demandez en commentaire, mais on pourra voir au niveau des paramètres d'affichage comment on peut faire ces différents éléments-là. Lorsque je me mets à regarder vers le haut, là, je vois enfin, je vois ce qui se passe au niveau du plafond. Donc là, typiquement, dans mon arborescence de projet, pardon, je suis venue dans plan de plafond, je suis venue au niveau 0. Et là, sur ma maquette physique, ben, si je coupe à 1,20 et que je regarde vers en haut, je vois bien du coup le plafond. Donc si je sépare les deux, j'ai coupé au même endroit, sauf que d'un côté, je regarde vers en haut, je vois le plafond, de l'autre, je regarde vers en bas, je vois ce qui se passe au niveau du sol. Donc finalement, je vois le plan. Mais à chaque fois, c'est qu'une question de où est-ce que je décide de couper à l'horizontale, ce fameux plan de coupe, et de monter. Si j'ouvre la plage de la vue au niveau des propriétés du plan de plafond du niveau 0, je vois qu'en plan de coupe, il se met à 2,30. Le but étant d'éviter d'être
pollué par tous les éléments qui pourraient se trouver entre 1,20 et 2,50 où se trouve le faux plafond en règle générale. Donc on se met à 2,30, comme ça on sait que sur 20 cm, on risque pas trop d'être pollué par d'autres éléments. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a aussi certaines catégories d'éléments qui s'affichent, enfin qui vont s'afficher, qu'importe la profondeur de vue sur lesquelles ils se trouvent en fait. C'est le cas notamment des installations électriques qui, même si vous les mettez en faux plafond et que vous ne voyez pas en dessous, enfin c'est dans le faux plafond, même en regardant vers le bas, vous allez quand même le voir parce que c'est fait partie des catégories qui, quoi qu'il arrive, décident de s'afficher, que vous l'ayez ou pas. Donc là, typiquement, je prends un plafonnier, je vais le placer sur mon faux plafond. Alors oui, je le fais superposé à l'autre, mais vous comprendrez. Et quand je reviens dans ma vue en plan, je me rends bien compte que qu'il est visible, alors que pourtant c'est un plafonnier et qu'il est collé au faux plafond. Sauf que c'est une installation électrique, donc par conséquent, il s'affiche, quoi qu'il arrive, sur notre vue en plan. Pour pouvoir séparer ça, pour éviter d'avoir à voir des installations électriques lorsque on ne le souhaite pas forcément, mais qu'on le souhaiterait plus dans le cadre de plans élec, tout ça, c'est des choses qui peuvent se paramétrer en fait dans la création de son propre gabarit, que vous verrez en formation intermédiaire, encore pour pas changer. Oui, je sais, c'est frustrant, voilà, mais c'est des choses qui arrivent. Il faut bien sectionner tout ça. En tout cas, ne soyez pas surpris lorsque vous avez des éléments qui s'affichent alors que dans votre plage de vue, il ne serait pas cohérent qu'ils s'affichent. Voilà, on a fait le tour au niveau des plages de vue. Et maintenant, on va pouvoir aborder les profondeurs de coupe et d'élévation et comment est-ce que ça fonctionne à ce niveau-là. Pour ce faire, je vais récupérer ma ligne de coupe que j'avais masquée dans ma vue. Donc pour aller la récupérer, je viens sur la petite ampoule que nous avons dans les outils graphiques juste en dessous de la barre de dessin. Donc je viens cliquer sur l'ampoule, je viens cliquer sur ma ligne de coupe et je viens demander qu'elle se réaffiche à nouveau. Enfin là pour l'instant je vais à la vue. C'est là-dessus que j'avais mis mes lignes à 1,20 m à 0,80 pour que ce soit un petit peu plus clair. Et vous voyez qu'elle est faite de l'emplacement de la ligne de coupe et de ce petit rectangle en pointillé qui en fait est la profondeur de la vue de coupe. Donc là, je voyais le mur. Si je décide de décaler et que je ne vais pas jusqu'au mur, ou même mieux que je ne vais même pas jusqu'au lit, je vais me rendre compte qu'en fait, je ne vois plus. Je ne vois plus le lit. Là, par exemple, je suis dans le mur, ça va quand même sur la ligne de coupe, sauf que dans le cadre d'une ligne de coupe, le mur passe avant, donc il bloque et il passe avant ça. Donc là, je ne vois plus rien, alors que pourtant ma coupe est dans la pièce. Et je ne vois d'ailleurs même pas mon luminaire qui est pas là. Si je décide de rendre le truc un peu plus profond, je vais voir le lit et le luminaire puisque je l'intègre du coup dans ma ligne de coupe. Si je redécale cette ligne de coupe pour revenir dans la fenêtre, je vois finalement ma fenêtre. Je vois toujours pas mes tables de chevet et mon mur. Et lorsque je reprends encore cette profondeur-là, je retrouve du coup tous mes éléments, le mur, les tables de chevet, etc. Donc, lorsqu'on fait par exemple une coupe d'élévation sur terrain, en fait, on fait cette ligne de coupe avec aucune profondeur de coupe parce que ça nous permet vraiment de montrer une implantation sur un terrain. Mais lorsque, dans ce cas précis-là, on a besoin de montrer certains éléments, on fait effectivement une ligne de coupe avec une certaine profondeur qui va nous permettre de visualiser du coup tous les éléments qu'on a besoin de pouvoir voir, tout simplement. Donc là, je vais vous faire l'exemple où je vais vraiment n'avoir aucune profondeur de ligne de coupe pour que vous puissiez bien voir le rendu que ça donne une fois que je suis en coupe. Vous voyez que je suis vraiment au niveau du plan de détail de la fenêtre, je ne vois plus aucun montant latéraux. Je vois vraiment juste le point du mur et je vois juste, là j'arrive en 2D en fait. Hein. C'est vraiment comme si j'avais juste plus qu'une feuille de papier. Alors que dès que je vais reprendre la profondeur de coupe, je revois les montants de la fenêtre, je revois le vitrage, enfin je revois tous ces détails qui sont un petit peu plus poussés parce que je prends plus d'éléments en fait. Et au niveau des élévations, ça fonctionne exactement pareil. Lorsque je viens cliquer sur une de mes élévations, donc c'est ce fameux rond avec cette flèche que vous retrouvez sur les vues en plan et plan de masse, j'ai donc ma ligne
je ne sais pas pourquoi j'ai sauté des bras là. Mais j'ai donc ma ligne où se trouve l'élévation qui se trouve en arrière d'élévation et j'ai pareil cette liste en pointillé qui prend cet encadrement pour montrer où se trouvent ces différents éléments. On fait toujours attention que autant enfin, la flèche du nord est au nord et tout ça, autant tout ce qui est coupe en élévation, c'est ce qui est le plus pratique et le plus logique pour réussir à voir par rapport au projet. Si là, je m'amuse à réduire, voyez, et de ne plus englober mon projet dans ce rectangle d'information, lorsque je viens dans cette élévation est, je vois bien que je ne vois plus rien. Alors que dans mon élévation ouest qui englobe le projet, là, je le vois, il n'y a plus de souci. Si je reviens et que je repousse de manière à pouvoir englober mon projet, et ben ça réapparaît dans mon élévation est. C'est vraiment euh, tout simple. Enfin là, tout simple, mais c'est quelque chose qui peut énormément compter en fait. Lorsque vous êtes dans une élévation et que vous ne voyez pas tout, bah, c'est peut-être tout simplement que votre profondeur de vue d'élévation, ou idem pour la coupe, n'est tout simplement pas assez profonde. Donc voilà. Et si vous voulez afficher moins, et ben, il faut penser à la faire moins profonde, tout simplement. On a terminé pour ce module 2, donc j'espère que ça vous a plu. Ça représente, moi en temps de formation, ça représente à peu près une vingtaine de minutes. Donc le module 1 représente 45 minutes, le module 2 représente un petit peu plus d'une vingtaine de minutes. Il y a 4 modules dans un jour de formation, de préparation à la modélisation. Le fonctionnement est toujours le même. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je tâcherai d'y répondre. Je vais mettre en place aussi des sessions questions-réponses sur la chaîne Twitch les mardis. Donc si vous avez des bugs, des problèmes ou quoi que ce soit, je vous mettrai là où vous pourrez les retrouver. Sur cet écran-là, je vous mets le lien vers la vidéo de module 1 pour que vous puissiez recliquer sur la vidéo de module 1 et je vous mettrai le lien vers la vidéo de module 3 ou pas d'ailleurs. Enfin, je pense qu'à chaque fois, je vous mettrai la vidéo du module précédent si vous avez besoin. Si vous souhaitez que la chaîne remonte, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour montrer que ça vous a plu. Et puis surtout, abonnez-vous pour avoir toutes les nouvelles vidéos.